RTS Actualité, bonsoir. Voici les titres du journal. Maître Augustin Senghor rempile à la tête de la Fédération sénégalaise de football. Il a été élu tout à l'heure par l'Assemblée générale. L'encens ou Tchouraï, solution contre les mauvaises odeurs pendant l'hivernage, dossier de la rédaction. Enfin, grand format, la culture du riz à Tambacounda et à Kédougou, le nouveau leadership des femmes. Le chef de l'État a quitté Dakar tôt ce matin à destination de Namibie. Le président Macky Sall est l'invité d'honneur de la fête des héros du 26 août qui correspond à la fête de l'indépendance de la Namibie. Le Sénégal a joué un rôle important dans la guerre de libération du peuple namibien avec le président Léopold Sédar Senghor. En marge de cette célébration, le chef de l'État va s'entretenir avec son homologue namibien en vue de renforcer les relations bilatérales. Mise en place d'un comité de suivi pour intégrer les amendements introduits par les syndicats d'enseignants, c'est ce qui ressort de la rencontre entre le gouvernement et les enseignants. Ceci dans le cadre d'un protocole d'accord devant être paraphé entre les deux parties pour mettre l'école sénégalaise à l'abri de toutes les perturbations d'ici les 5 ans à venir. Pendambo. La séance plénière d'hier entre syndicats d'enseignants et État n'a pas abouti à la signature du protocole d'accord paraphé par les deux parties dont l'objectif est de mettre à l'abri l'école sénégalaise de toute perturbation d'ici au moins 5 ans. En effet, la partie syndicale a formulé des amendements portant sur des questions de forme, d'échéancier, entre autres. Il y a des formulations qu'il fallait revoir et c'est pourquoi donc séance tenante, le gouvernement n'avait pas trouvé nécessaire d'aller donc vers des correctifs à apporter et à proposer en réalité de consigner tout cela dans un document afin que la commission de rédaction se retrouve dans une semaine au plus tard pour que ces amendements soient pris en compte afin que nous puissions aller vers la signature d'un bon protocole d'accord qui nous permettrait d'aller vers une stabilisation durable de l'espace scolaire. Le gouvernement, pour sa part, a prêté une oreille attentive à la partie syndicale afin de donner plus de crédit au protocole d'accord en vue de sa signature. Intégrer ces amendements ne fait que recrédibiliser notre protocole d'accord. Et sur les questions particulières sur lesquelles la partie syndicale pensait avoir des éléments d'information sur les échéanciers, le gouvernement s'est engagé à donner des échéanciers. Et je pense que ce que nous avons retenu, c'est qu'il faudrait aussi que dans le protocole, on puisse permettre la création d'un comité de suivi qui va donc suivre l'exécution des accords. Je pense que nous nous sommes séparés sur cette base en nous donnant rendez-vous dans une semaine. Je pense que nous avons besoin de cette semaine pour remettre en ordre les éléments qui ont été proposés et intégrer tous les amendements qui ont été faits. Et je pense qu'en signant un protocole, nous mettrons notre école à l'abri de toutes les turpitudes, au moins pendant les 5 prochaines années. Ainsi, les deux parties vont se retrouver dans une semaine et signer l'accord définitif, ce au grand bénéfice de l'école sénégalaise. Promouvoir le développement harmonieux et durable de la région, c'est l'objectif fixé par le Conseil régional de Dakar. Pour ce faire, les autorités comptent s'appuyer sur le schéma régional d'aménagement du territoire. Le document élaboré en 2004 vient d'être réactivé. Il se veut un outil d'organisation et de gestion de l'espace. Salut Sec. Dakar, la capitale sénégalaise, continue d'étraîner ses nouvelles infrastructures. Dernière en date, l'autoroute à péage. Le Conseil régional de Dakar compte lui aussi participer au développement durable et harmonieux de la capitale. C'est la raison d'être du schéma régional d'aménagement. Cet atelier vise un peu donc à harmoniser et à faire en sorte que ce développement tant souhaité puisse se faire dans des conditions les meilleures. Aujourd'hui, vous voyez, l'espace régional devrait être organisé de sorte à faire en sorte que ce qui se passe aujourd'hui dans des zones où nous avons des calamités naturelles ne puisse pas, en tout cas, intervenir, se passer. Le schéma régional d'aménagement se veut un instrument d'organisation de l'espace. L'objectif, permettre aux générations futures de disposer d'un cadre de vie adéquat. Avec l'appui du programme national de développement local, la mise en œuvre de ce document devra permettre aux acteurs de mieux gérer la répartition des investissements. Il y a un déplacement d'activités qui est important de faire. Il y a un déplacement d'hommes qui est important de faire et d'activités aussi qu'il faut faire. Mais tout cela doit être
être organisé, n'est-ce pas, avec la mise en place d'infrastructures adaptées, avec la mise en place d'un certain nombre d'institutions, en tout cas de mesures correctives qui doivent être prises pour permettre aux populations de Dakar de se sentir dans un cadre, en tout cas, plus idéal. La rencontre a réuni les autorités locales, la société civile et les techniciens de l'aménagement du territoire. Le schéma régional d'aménagement a été élaboré en 2004, mais il n'a jamais été validé par les autorités compétentes. Cette fois-ci, elles ont pris l'engagement de mettre en œuvre le document. Le Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales en Afrique, le CODES-RIA, a organisé une rencontre sur le thème « Sécurité et gouvernance démocratique ». Le but de cette table ronde, confronter les jeunes chercheurs à leurs anciens plus expérimentés sur les défis qui interpellent l'Afrique. Sedina Alunfal. Ces programmes des situations d'insécurité. Cette table ronde a été un moment de confrontation surtout d'idées entre chercheurs juniors et chercheurs seniors. La quinzaine de jeunes chercheurs africains s'est prêtée à l'exercice de déconstruction de certains concepts. Sécurité et gouvernance démocratique, c'est le thème principal abordé lors de cette rencontre. Une approche théorique des problèmes sécuritaires en Afrique. L'exemple du Mali a été évoqué. J'ai pu voir que par exemple les contingents sénégalais ou les contingents nigériens font un travail qui est apprécié en fait de la population, qui ne reproduit pas le travail que font d'autres troupes, notamment les troupes françaises. Seulement parler de nos États tels qu'ils sont aujourd'hui. Du magma de questions soulevées par les chercheurs en est sorti le problème de la cybercriminalité. En Afrique, la protection des données à caractère personnel fait souvent défaut. Vous avez une carte d'identité numérique, vous avez une carte d'électeur numérisée. Votre nom est dans un fichier électoral. Et entre autres, vous êtes fiché peut-être à la RTS, vous avez un dossier de santé médicale qui est consigné chez des médecins, des pharmaciens, des laboratoires d'analyse qui tous aujourd'hui utilisent l'ordinateur. Quelle est la sécurité qui est offerte à ces bases de données ? Le Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales en Afrique, le CODES-RIA, initiateur de la rencontre, a voulu, à travers des tables rondes qu'il organise annuellement, promouvoir la recherche et encourager les jeunes chercheurs. Ce sont toujours des moments où nous mettons en face de chercheurs juniors, c'est-à-dire de jeunes chercheurs niveau doctorat surtout, nous les mettons en face de chercheurs seniors, expérimentés, spécialistes des questions qui sont au niveau, qui sont retenues comme thème pour les instituts, pour les aider un peu à réfléchir la complexité, si j'ose dire, sortir des sentiers battus. Une rencontre de haut niveau, malgré les postures plurielles, chercheurs et chercheurs en herbe ont pu approfondir les recherches sur les défis sécuritaires qui interpellent l'Afrique. Le dossier de la rédaction, les Sénégalais importaient les grands boubous, surtout le jour du vendredi. Mais par ces temps d'hivernage, il arrive qu'on soit surpris par la pluie. Conséquence, les habits mouillés encaissent de l'humidité et engendrent souvent de mauvaises odeurs. Alors, pour les éliminer, les femmes ont trouvé le bon remède, l'encens. Encens rime-t-il avec hivernage? Élément de réponse dans ce dossier de Moussa Mané. Marché Tilène de Dakar à quelques mètres de certains magasins. Des effluves d'encens vous titillent les narines. Ici est exposée une panoplie de parfums et de variétés d'encens au nom évocateur. lu mel ni ay Daaru Saam ay salañ-salañ ay cosaan ay Femme Africa lune di miel ay bul bouger nopp sa jëkkër am na papa am na lune de miel am na papa chéri en yaa extra bii mooy awa buru këram bii mooy sama ñaareel bii mooy papa chéri bii mooy na dorpa bii mooy fëgg bii mooy kuy fëgg bii mooy na dorpa ñiin ci batt am na takk ci ribte am na poobaru minuit am na nijaay pare naa am na yooyu yëpp ngi ci biir. En cette période d'hivernage, les magasins sont pris d'assaut par des femmes à la recherche de bonnes odeurs. La vente de l'encens marche bien durant l'hivernage. C'est à cause de la pluie qui crée de l'humidité dans nos maisons. Et puis, cette humidité peut engendrer la mauvaise odeur. L'encens peut nous permettre de faire face à ces mauvaises odeurs. Il est très fort, il peut anéantir n'importe quelle odeur.
C'est durant l'hivernage qu'on utilise le plus l'encens. Ceci à cause de l'humidité. Les femmes ont le don de détecter les bonnes odeurs. Ces variétés font le bonheur des femmes. Elles les utilisent pour donner une bonne odeur à leurs habits et dans leur maison. L'encens est bon durant l'hivernage car il donne une bonne odeur à la maison et la femme y trouve son compte. Il arrive que la pluie te surprenne. Une fois séché, tu peux allumer l'encens et parfumer ton boubou. Autre lieu, le marché HLM. Ici aussi, le constat est unanime parmi certains commerçants d'encens et de parfums. Encens et hivernage vont de pair, surtout après la pluie. Tu allumes et ça dégage une bonne odeur. C'est pour cela que les femmes achètent beaucoup de variétés. En ce moment, on vend plus de variétés comme le goé, poivre de minuit, Nidjaï Parena. Les femmes aiment beaucoup ces variétés. Il y a d'autres qui les préfèrent pour faire plaisir à leur mari. Ndeysek, la trentaine, est venue de Sikambao pour chercher la variété qui peut faire la différence. Et le choix n'est pas facile. Les habits sont souvent humides et retiennent de mauvaises odeurs. Il faut donc mettre les parfums, surtout le goé à l'eau. Moi, je le préfère car son parfum reste toute une journée dans la chambre. En plus, les hommes aiment les choses qui font la différence. Et nous nous inscrivons dans cette dynamique en ne laissant rien au hasard. Fait rare, on y retrouve aussi des hommes à la recherche de variétés spécifiques, juste pour faire plaisir à leurs dames. J'achète de l'encens chaque week-end. À la maison, ma femme met de l'encens, surtout quand il pleut en plus du thé à côté, pour mieux agrémenter la discussion. Elle a vraiment des astuces qui lui sont propres. On prête à l'encens des propriétés calmantes, relaxantes pour le corps, l'esprit et l'âme. Des plantes et des poudres de bois sont ainsi mélangées à des parfums pour donner un cocktail. Boulé ou exposé tout simplement dans les chambres, l'encens continue à avoir des adeptes, surtout en cette période d'hivernage. La coopération entre le Sénégal et le Brésil sur de nouveaux rails, les relations entre les deux pays qui datent de plusieurs décennies connaissent un regain de dynamisme dans plusieurs domaines, tels l'agriculture. Envoyé spécial au Brésil, Tiano Amodoussi. Brasilia, capitale administrative du Brésil, ville moderne, métropole, symbole d'une puissance en chantier, Brasilia dresse ici fièrement ses trois pouvoirs, le législatif, le judiciaire et l'exécutif. Une architecture symbole d'une organisation parfaite. Ce pays fait aujourd'hui partie des 6 puissances économiques mondiales. Il est ami du Sénégal. Entre le Brésil et le Sénégal, la coopération est en marche. Sur le domaine agricole, par exemple, les choses se précisent. Elle se concrétise. Le Brésil accorde un crédit de 85 millions de dollars, 40 milliards de francs CFA, pour l'achat d'équipements matériels, d'équipements agricoles, pour l'agriculture et pour l'élevage. Ça, c'est un premier point. Nous avons travaillé sur les semences. Nous sommes en train de travailler sur 9 fermes semencières pour le Sénégal, pour l'arachide, le maïs, le soja et le blé. Il y a aussi la coopération dans le domaine des armées. Le Sénégal a un attaché militaire à Brasilia. Et aujourd'hui, le partenariat a connu un souffle nouveau. Ce qui a été concrétisé pour le moment dans le domaine de la coopération militaire, c'est les places de stage. Ça, c'est concret. On a des stagiaires qui sont là. L'autre volet, c'était le volet qu'avait initié mon prédécesseur, le volet logistique, l'acquisition de matériel. Cette acquisition est en bonne voie, elle se continue. Au Brésil, le Sénégal à la côte, nous avons pris rendez-vous avec le ministre Milton Rondofilo, une autorité respectée ici pour sa riche carrière. Le Sénégal, il connaît. Pour lui, notre pays a d'énormes potentialités dans plusieurs secteurs. Gorée, pour nous, c'est un point de référence très important et un point qui nous fait toujours penser à tout ce que nous devons à l'Afrique. Donc pour nous, c'est fondamental de pouvoir partager avec vous nos expériences parce que ce sont des expériences qui ont été bâties par vous ici en Amérique. Donc on a le devoir de vous porter ces expériences en Afrique parce que s'il n'était pas le sang africain ici, rien n'aurait été fait.
Entre le Brésil et le Sénégal, l'amitié ne date pas d'aujourd'hui. Le premier consul du Brésil est installé au Sénégal en 1911. Dakar a pour sa part envoyé sa première mission diplomatique au Brésil en 1963. Le premier jour de pèlerinage au lieu saint de la chrétienté, les pèlerins de la foi se sont rendus à Douvres et à Lisieux en France. Une journée bien remplie, nous dit notre envoyé spécial François Sec. C'est ici, à la basilique de Douvres, à 245 km de Paris, qu'a commencé le pèlerinage chrétien 2013. Au pied de Notre-Dame de la Délivrande, les pèlerins de la foi sont venus s'abreuver à la source du pèlerinage de Popenguine qui a fêté ses 125 ans. Nous avons eu à constater que là-bas, vraiment, on a la délivrance, on a tout ce qui est le pardon. Vraiment, ça a été merveilleux. Et c'est un lieu que je conseille à tous les frères et sœurs en Christ. Après avoir prié pour le Sénégal, la paix en Casamance, l'union des cœurs et des esprits, les pèlerins ont marché sur les pas d'espérance de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. D'abord, la cathédrale Saint-Pierre de Lisieux, où Sainte Thérèse reçut la grâce de comprendre sa vocation missionnaire. Ensuite, la basilique qui porte son nom, consacrée en 1954. Dans cette basilique, les murs sont couverts de mosaïques qui illustrent les messages de Sainte Thérèse. Et enfin, le monastère des Carmélites, fondé en 1838. Entrée en 1888, cette chapelle a accueilli les reliques de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus en 1923. Une statue de marbre la représente dans l'attitude de sa mort. Ça a été un moment assez fort et je rends grâce à Dieu d'avoir pu passer cette journée. Beaucoup d'émotions avec les membres du groupe, beaucoup de prières et particulièrement en mémoire de ma mère qui avait une grande dévotion pour Sainte Thérèse. Avant de rallier Rome, les pèlerins se rendront à la chapelle de la médaille miraculeuse et assisteront au 850e anniversaire de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Le survol de l'actualité africaine nous conduit en Guinée-Conakry, à Madagascar et au Rwanda, où s'est ouverte une réunion ministérielle de l'ONU sur la sécurité en Afrique centrale. La sécurité constitue un préalable indispensable au développement. C'est le constat sans surprise qu'ont fait vendredi à Kigali les participants à une conférence des Nations Unies consacrée à l'Afrique centrale. Dans cet esprit, les États représentés se sont engagés à soutenir la transition en Centrafrique. Les modalités de cette aide devraient être définies d'ici la prochaine réunion de l'UNSAC, prévue début décembre à N'Djamena. En revanche, alors que le canon tonne à la frontière du Rwanda et de la RDC, le sujet n'a pas été abordé, au motif qu'il est traité dans un autre forum à Kampala. Andry Rajoelina accepte sa disqualification de la prochaine élection présidentielle à Madagascar. Le président de la transition a déclaré respecter la décision de la Cour électorale spéciale et s'est engagé à faire une passation de service calme et démocratique après l'élection. Selon le nouveau calendrier électoral publié jeudi, le premier tour de scrutin aura lieu le 25 octobre et opposera 33 candidats. La campagne électorale pour les élections législatives du 24 septembre ouvre aujourd'hui en Guinée. Le personnel politique, président de la République en tête, a pris un peu d'avance sur le calendrier en multipliant les déplacements dans les différentes régions du pays. Ce scrutin a été reporté à de nombreuses reprises ces 3 dernières années en raison de désaccords entre majorité et opposition sur ses modalités d'organisation. Les Libanais craignent un débordement de la crise syrienne dans la grande ville portuaire à majorité sunnite de Tripoli. Un double attentat à la voiture piégée a tué au moins 42 personnes. Ce samedi, le Liban a observé une journée de deuil national. À Tripoli, dont le dernier bilan est de 45 morts et de 500 blessés. La grande ville portuaire du Nord, qui grouille habituellement de monde, semble paralysée. L'armée multiplie les patrouilles dans des rues presque désertes. Beaucoup de Libanais voient une main extérieure derrière ceux qui ont posé les bombes. Ces gens ne sont pas de chez nous. Ceux qui font de telles actions n'ont pas de religion et n'ont pas de Dieu. Dieu seul sait d'où ils viennent.
Le premier attentat visait la mosquée Al-Taqwa, dont l'imam salafiste Salem Rafei est connu pour ses prêches appelant au djihad contre le régime de Damas. Le second visait la mosquée As-Salam, plutôt fréquentée par la bourgeoisie sunnite de la ville. Ce double attentat est le plus meurtrier depuis la fin de la guerre civile au Liban. Mais Tripoli a déjà connu un débordement de la crise syrienne avec des affrontements entre milices sunnites et alaouites en mai dernier. Les religieux de la ville accusent le régime de Bachar el-Assad d'avoir commandité les deux explosions. À Beyrouth, le grand moufti dénonce un complot venu de l'extérieur. Cet acte terroriste est une conspiration qui vise tous les Libanais, qui incite les sunnites à attaquer les chiites et les chiites à attaquer les sunnites. Les attentats de Tripoli surviennent une semaine après l'attaque à la voiture piégée à Beyrouth dans un fief du Hezbollah, alors que cette milice chiite est engagée militairement en Syrie aux côtés de Bachar el-Assad. Cet après-midi à Tripoli, des centaines de personnes ont assisté aux funérailles des victimes de la double explosion de vendredi. Les appels au Liban et à l'étranger se multiplient pour que ces derniers événements n'aggravent pas les tensions confessionnelles déjà fortes en raison du conflit syrien. Suite de notre série de reportages sur le parc national des îles de la Madeleine, nous vous proposons un zoom sur la case Lacombe, une cabane qui aurait été construite il y a 250 ans, mais son propriétaire n'aurait jamais pu terminer la construction. La case n'aurait jamais dépassé un certain niveau. Des raisons mystiques ont été évoquées. La case Lacombe attire tout visiteur du parc. Reportage Koumba Diakhatemar. La case Lacombe, une construction en rocher, est l'une des curiosités des îles de la Madeleine. Vous avez vu une différence de couleur au niveau du mur comme ça, parce qu'il y a du ciment. Donc on l'a mis ici pour maintenir les briques, parce qu'avec le temps et l'embrun marin, donc l'argile initiale qui retenait les briques s'est usurée. C'est en 1765 que cette case aurait été construite par un certain Lacombe qui fréquentait l'île. Il venait régulièrement, mais il n'habitait pas. De temps en temps, quand il quittait Gorée pour venir ici se reposer et retourner. C'est au moment où Denis Diaz a découvert les îles avec les colons que Michel Lacombe, en 1765, a pu construire cette case-là. C'est pour cela qu'on a donné la case de Michel Lacombe. L'histoire de la case Lacombe impressionne plus d'un. Selon les témoignages, son propriétaire n'a jamais pu dépasser ce niveau de construction, malgré plusieurs tentatives. Parce qu'il y avait des difficultés avec les génies qui se trouvaient ici. Ils ne voulaient pas qu'une construction se fasse ici. C'est pour cela, à ce niveau, le génie mettait du feu sur eux. Parce qu'à chaque fois qu'ils construisent jusqu'à cette phase-là, ils mettaient un bâton et plus des crottes pour leur dire que si vous continuez, on va vous taper jusqu'à que vous sortiez des crottes. C'est pour ça qu'ils ont pu laisser ça comme ça. Autre tentative de construction avortée, les deux miradors que la direction des parcs nationaux avait voulu réaliser ici, ils sont tombés en ruine. Quand le jeune pêcheur a eu un accident ici, les populations ont été très mécontents qu'ils sont venus saccager le mirador. Parce que d'après eux, aucune construction ne doit être faite sur l'île. Et c'est parce que nous avons construit sur l'île que le génie est fâché et qu'il y a eu des histoires et qu'il y a eu mort d'hommes. L'île aux serpents est ainsi restée rebelle aux multiples initiatives d'occupation, ce qui conforte l'idée selon laquelle l'endroit n'a jamais été habité. Tous les décombres que nous avons trouvés ici montrent que vraiment c'est une île qui est restée sauvage. Ça, c'est un endroit vraiment paradisiaque. C'est à 3 km de Dakar, il y a un climat extraordinaire, le paysage est beau. Cela veut dire que si vraiment cette partie n'était pas mystique, ça allait être colonisé depuis très longtemps par les industriels, des touristes, du tourisme. En plus de sa flore et de sa biodiversité marine, le parc national des îles de la Madeleine garde des vestiges de l'histoire du Sénégal, autant d'atouts qui militent en faveur de son classement en patrimoine mondial.
Nous allons continuer à remonter le temps avec la célébration demain dimanche de la journée des porteurs de pancartes. La cérémonie rend hommage à des Sénégalais qui avaient accueilli le général de Gaulle par des slogans de liberté et d'indépendance immédiate. Cette année, l'association des porteurs de pancartes va également honorer des Sénégalais dont l'action intègre les idéaux du 26 août 1956. Mamadou Sambambo. Ils veulent l'indépendance, que les porteurs de pancartes la prennent. Dakar, Sénégal, le 26 août 1958. Le général de Gaulle en campagne pour le oui au référendum rencontre un événement inattendu, événement qui le renvoie à son appel de juin 1940. Nous lui avons opposé notre volonté d'aller à l'indépendance. Nous lui avons opposé les mots d'ordre du Congrès de Cotonou, à savoir indépendance immédiate, nation fédérale africaine, autrement dit aujourd'hui unité africaine. Et troisième mot d'ordre, confédération des peuples libres et égaux. Les porteurs de pancartes sous la houlette de Mbaye Jacques Diop s'agrippent ainsi sur les principes de la dignité humaine et sur les conclusions de Cotonou, et le combat est loin d'être fini. Et les pancartes que l'on voit, dont parle le général de Gaulle, et qu'on le voit encore dans les télévisions, mais il y a bien UPS, section sénégalaise du PRA, et les trois mots d'ordre du Congrès de Cotonou. Et c'est à ce moment-là que, le 20 septembre 1958, l'UPS a éclaté, libérant les forces de progrès que nous étions. Pour que nous allions dire non, voter non. Après des débats houleux qui ont duré toute la nuit, à 5 h du matin à l'aube, nous avons quitté la salle des fêtes de Visque pour aller chez Amadou Gabengué créer le PRA Sénégal. Depuis, la journée est célébrée pour ce qu'elle représente pour la nation sénégalaise. C'est un moment fort de notre histoire politique, de notre histoire tout court, car ni avant ni après, jamais on a eu autant de forces de progrès réclamant l'indépendance du peuple sénégalais. Jamais. Pour l'édition 2013, l'association Les Porteurs de Pancartes va honorer des Sénégalais porteurs d'idéaux en phase avec ceux du 26 août 1958. La presse, la société civile et la classe politique. La presse, nous voulons honorer Diatou Cissé, des vôtres. Nous voulons honorer aussi Babacar Justin Ndiaye. Société civile, nous voulons honorer Demba Siré Bachili, Mamadou Mbodj, Alioune Tine, Boukounta Diallo, Hassan Dioma Ndiaye, Mambassine Diang. Classe politique, nous voulons honorer des femmes vaillantes. Awa Diop, Aminata Mbengue Ndiaye, Matassi Diallo et Mariam Badiane. Les activités vont se dérouler à l'hôtel de ville de Dakar. La journée a comme parrain le professeur Hassan Seck, Cheikh Amalassi et maître Boubacar Seck, tous compagnons des porteurs de pancartes. L'AGEP, l'Agence pour l'emploi des jeunes des banlieues, a signé une convention de partenariat avec l'ONCAV. Les deux structures veulent unir leurs forces dans le cadre du programme Une ASC Projet. L'accord est paraphé pour une durée de 2 ans. Damsila. La signature de cette convention de partenariat a un seul objectif, trouver de l'emploi aux jeunes du Sénégal. Pour réussir le pari, l'agent chargé de l'emploi des jeunes des banlieues AGEP a jugé opportun de ficeler un accord avec l'ONCAV. Ainsi, le programme UNASC, un projet, va être installé dans tout le pays. Nous voulons, avec l'ONCAV, engager le combat d'ancrage communautaire avec une approche participative et inclusive et des conventions de partenariat signées avec les vrais acteurs de la base pour nous permettre de régler définitivement la lancinante question de l'emploi, du chômage et du sous-emploi. L'ONCAV peut nous servir aujourd'hui de courroie de transmission auprès des populations pour pouvoir nous permettre d'avoir des relais dans chaque coin et recoin du Sénégal. Pour le moment, c'est une convention. Nous allons mettre sur place une commission qui aura à réfléchir déjà par rapport aux tenants et aboutissants de ce qu'on va faire pour trouver des solutions aux problèmes d'emploi. Notre ambition, ce n'est pas de créer des emplois avec des rémunérations de 500 000, 1 million, des comptes bancaires, ce n'est pas ça. Mais c'est de régler le problème des quotidiens des Sénégalais. La mise en place du programme UNASC, un projet traduit nettement la vision du chef de l'État. Macky Sall avait annoncé la décision lors d'un conseil des ministres. Pour traduire les mesures en actes, tous les ministères concernés vont jouer pleinement leur rôle.
Je sais que vous avez des banques de projets, mais je souhaite que vous visitiez le secteur du sport, où nous avons véritablement une panoplie de métiers du sport et des métiers liés au sport. Et réaliser des projets dans le cadre de ce secteur permettra à ces jeunes qui font du sport, au terme de leur carrière, de pouvoir embrasser les métiers du sport ou les métiers liés au sport. Le tandem AGEP-ONCAV servira de courroie de transmission pour répercuter au niveau de la jeunesse sénégalaise tous les projets du gouvernement à fort potentiel de création d'emplois. Différents secteurs sont ciblés, comme l'agriculture, l'énergie, l'industrie, les mines, le transport, entre autres. Je rappelle l'information, l'AGEP, l'Agence pour l'emploi des jeunes des banlieues, a signé une convention de partenariat avec l'ONCAV. Les deux structures veulent unir leurs forces dans le cadre d'un programme, une ASC, un projet. Assemblée générale élective de la Fédération sénégalaise de football, Maître Augustin Senghor a été reconduit à son poste par l'Assemblée générale. Au premier tour, Maître Augustin Senghor a obtenu 289 voix sur 384 suffrages valablement exprimés. Maître Augustin Senghor rempile donc pour un deuxième mandat de 4 ans à la tête de la Fédération sénégalaise de football. La Fédération sénégalaise de football a donc connu ce soir son nouveau président. L'Assemblée générale s'est tenue dans la journée. Elle a été lancée par le ministre des Sports. 5 candidats étaient en lice. Mansour Sow. Plus de 400 délégués des ligues professionnelles et amateurs du Sénégal ont assisté à l'Assemblée générale élective. Elle est placée sous le signe de la cohésion pour le développement du football sénégalais. La paix et la solidarité sont deux dimensions essentielles de la charte olympique que le Comité national olympique et sportif sénégalais se doit de propager au sein de la communauté sportive. Il convient dès lors de mettre tout en œuvre pour privilégier l'intérêt général et de veiller à préserver nos organisations de toute action susceptible de porter atteinte aux aspirations de vos mandats, que sont les clubs et les sportifs. Le ministre de tutelle a présidé le démarrage des travaux et dans son allocution, le ministre des Sports, Mbagnick Ndiaye, a plaidé pour la révision des textes de la fédération. De surcroît, elle doit tendre vers une autonomie financière. Le bureau qui sera mis en place devra très sincèrement revoir le problème de l'administration. Si vous n'avez pas de cadre, le ministère est prêt à vous envoyer des cadres pour que véritablement cette administration marche. Elle ne marche pas. Elle ne marche pas. Ces propos ont été diversement appréciés par les délégués. Les choses se sont rentrées dans l'ordre. L'Assemblée générale a repris son cours normal. À l'issue donc de cette Assemblée générale, Maître Augustin Senghor a été réélu pour un mandat de 4 ans avec 289 voix au premier tour. Le renouvellement se poursuit. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. À quelques heures de la finale de la Ligue, la confiance est de mise chez les insulaires. Le moral des joueurs est au beau fixe, malgré leur relégation en Ligue 2. Du côté des supporters, la mobilisation est déjà sonnée. Joueurs, supporters et dirigeants sont convaincus de la victoire de l'US Gorée pour sauver la saison. Salut Sec. Sur l'île Mémoire règne une ambiance inhabituelle. Les supporters de l'équipe coréenne sont en pleine répétition à quelques heures de la finale de la Coupe de la Ligue. Les supporters sont déjà prêts pour accompagner l'équipe parce que c'est la première fois que notre équipe accède à cette finale. Nous lançons un appel au fair play et à la non-violence. Nous allons gagner cette finale. Message relayé par les responsables du club, l'ambition est de noyer le camp adverse le jour J. Dès samedi, dimanche, toute la population insulaire sera déjà en ordre de bataille pour aller assiéger le stade Demba Diop et participer de façon, pourquoi pas, victorieuse à cette finale de la Coupe de la Ligue. Au volet sportif, les joueurs sont à la résidence à Gorée pour une mise au vert. Calme, sérénité et concentration se lisent sur les visages des joueurs. L'équipe est assez sereine parce que notre objectif c'était le maintien. On n'a pas réussi. On n'a pas réussi à atteindre cet objectif. Donc, ce qui nous reste à sauver notre saison, c'est
c'est la Coupe de la Ligue contre le Casa Sport. Il va falloir nécessairement qu'on gagne cette coupe pour pouvoir redonner le sourire un peu aux supporters goréens. La particularité de cette finale, pour Gorée, l'équipe est reléguée en Ligue 2. Pour sauver la saison, il faut gagner. Le coach est sûr de son plan pour venir à bout du Casa Sport. Nous sommes obligés d'attaquer, d'aller les chercher et d'essayer d'avoir la victoire. Et quels que soient les dispositifs défensifs que le Casa mettra, nous allons attaquer parce que nous connaissons leurs forces et leurs faiblesses. L'objectif donc est clair. Si la victoire est au rendez-vous, l'US Gorée va se réconcilier avec son public. Finale de la Coupe de la Ligue, donc demain dimanche. Le Casa Sport qui rencontre l'US Gorée se prépare activement. L'équipe de Ziguinchor qui a rallié Dakar s'est entraînée hier à Sacré-Cœur. Le staff technique et les joueurs sont confiants pour la finale. Le seul mot d'ordre, c'est la gagne. Un appel est lancé aux supporters pour venir soutenir le club. Abdul Aziz Ban. À l'entraînement, le Casa Sport accentue le travail sur la récupération et la conservation du ballon. Le staff technique a beaucoup insisté sur l'adresse devant les buts. Bonne ambiance au sein de l'équipe, les joueurs ne se trompent pas d'objectif. Ils veulent à nouveau remporter Damkou. On a un mental de gagner. On est venu à Dakar pour essayer de remporter cette finale. On est bon en Casa Moscou. Il n'y a pas autre chose. Non, chez nous, il n'y a pas de pression. Nous, on ne connaît pas la pression. Il n'y a pas de souci. Il n'y a que le football. Le 25, on va jouer. Il n'y a pas la boxe. Il n'y a pas... Bon, on va jouer au football. Il n'y a pas autre chose. Du côté des responsables du club, on est conscient de l'ampleur de la tâche face à l'Union sportive de Gorée. Même si elle est reléguée en Ligue 2, les insulaires ont encore des arguments à faire prévaloir. C'est la seule chance de Gorée maintenant pour sauver sa saison. C'est le seul trophée qui reste à Gorée pour sauver sa saison, cause pour laquelle nous aurons du pain sur la planche. On le sait, c'est à l'instar d'une personne qui est en pleine mer qui se noie. Cette personne se débat pour sortir de l'eau. C'est des équipes, je crois, qui se valent et des équipes qui jouent les grands rôles dans ce championnat. Donc il n'y a pas de différence. Ça va être un match difficile et qui va se jouer pendant 90 minutes ou au-delà. Un appel est donc lancé aux supporters pour la mobilisation et pousser le club à remporter son premier trophée de la saison. Troisième journée de l'Afro-Basket 2013, les Lions ont renoué avec la victoire. Les hommes de Chersar se sont défaits de l'Algérie 62-57. Une fin de match tendue mais qui s'est terminée en beauté pour la tanière. Seydina Alundjigo. Opération rachat réussie auprès des supporters qui arboreraient volontiers l'étendard pour des fins de match moins tendues. Des frissons, ils en ont eu, spectateurs impuissants du comeback des Fennecs qui a failli être gagnant. Les Lions terminent comme ils ont commencé. En premier quart-temps, atmosphère glaciale sur le banc, le Sénégal est cueilli à froid. Cheney donne le ton d'une opposition difficile. Les coéquipiers de Malien Ndoye sont menés de 8 points après 10 minutes de jeu. Mais après la raclée, c'était le jour d'envoler. Une surprenante montée de certaines valeurs individuelles. Ibrahima Thomas, Hamadi Ndiaye, rigoureux en défense, inscrivent respectivement 8 et 9 points. Les Lions finissent sereinement la première période avec tout de même un petit écart en leur faveur. Après la pause, le sillon est creusé avec un Malien Ndoye d'une grande forme, sans doute le meilleur Sénégalais sur le parquet. 12 points d'avance pour les siens à la fin du troisième quart-temps, mais comme qui dirait, les hommes de Chersar ont du mal à gérer les fins de match. Les Algériens reviennent jusqu'à 2 points avant de céder, score final 62-57, mais pas de quoi faire la fête. Le grand format de ce samedi s'intéresse à la culture du riz dans les régions de Tambacounda et de Kédougou. La redynamisation de la production risicole dans ces zones passe par la maîtrise des eaux de pluie à travers des aménagements mis en œuvre par l'USAID ou la NAFA. Un schéma qui repose sur la formation des femmes et leur organisation en structure fédérative. Une démarche qui a favorisé l'émergence d'un leadership féminin dans le monde rural. Grand format signé Ibrahima Diallo. L'hivernage tire à sa fin dans le Kédougou. L'horizon se profile pour ces femmes de Samekota, dans la communauté rurale de Bandafassi. Dans ce périmètre risicole de 32 hectares, toutes les conditions sont réunies pour une bonne production cette année. De quoi afficher déjà le sourire pour ces braves dames.
La redynamisation de la culture du riz dans ces bas-fonds passe par la maîtrise de l'eau des pluies, à travers des aménagements mis en œuvre par le programme USAID ou l'ANAFA. Vous voyez, on a appuyé 22 hectares d'aménagement et cette année aussi on a appuyé l'extension sur 10 hectares. C'est ainsi qu'on est passé de 8 hectares en 2009 à actuellement 32 hectares. Les mêmes aménagements, on les a fait aussi. Et là-bas, c'est 52 hectares pour les femmes de Kédougou, pour l'Union des femmes de Kédougou. C'est des aménagements simples. Si vous voyez, il y a des diguettes qui entourent les parcelles. Et il nous suffit de piéger l'eau qui tombe ici parce qu'ici la pluviométrie est assez bonne, mais l'eau ne stagne pas, elle coule. Donc on piège l'eau et souvent quand il y a des surplus, il y a des tuyaux pour assurer les vidanges. Des aménagements simples et à moindre coût pour assurer l'autosuffisance en riz dans les régions de Tambacounda et de Kédougou. Au départ, nous disposions plus de 40 hectares pour tout le groupement régional des femmes de Kédougou. Mais grâce à l'appui technique et financier du projet, nous avons pu aménager 75 hectares et les 70 sont actuellement exploités. En plus de l'aménagement des bas-fonds, nous avons bénéficié des semences de qualité et d'engrais, ce qui a fortement contribué à l'augmentation de nos rendements. Le schéma d'intervention du programme USAID ou l'ANAFA repose sur la capacitation de ses productrices et leur organisation en structure fédérative. Un préalable pour l'octroi d'un financement en semences de qualité et en engrais. Parce qu'en année 1, nous finançons le labour et les semences. Cette formation, cette capacitation leur permettent en tout cas de continuer à travailler sans l'appui du programme. Parce que nous sommes conscients que la durée du programme est limitée. Donc à partir du premier jour où nous intervenons, nous créons les conditions d'une durabilité. C'est ainsi aussi que nous le mettons en rapport avec les structures de l'État, normalement avec les services de l'agriculture. Et ça, c'est aussi pour leur permettre d'avoir un appui technique après la fin du programme. Pour assurer la durabilité du projet, l'USAID ou l'ANAFA a développé avec les productrices un système de récupération des intrants mobilisés. Pour le labour, le comité de gestion du bas-fonds récupère en nature l'investissement. L'impact l'année dernière, vraiment, ça a été vraiment formidable. Grâce à la production de riz qu'elles ont obtenue ici, les familles sont parvenues à se nourrir toute l'année. Jusqu'à présentement, tu peux trouver du riz paddy dans des familles. Par ailleurs, la redynamisation de la culture du riz a favorisé l'émergence d'un leadership féminin, une recomposition sociale dans le monde rural. Grâce à l'encadrement et à la formation, il y a eu dans le village un nouveau leadership. Cela se traduit par l'implication des femmes dans les instances décisionnelles. La durabilité de ces activités rizicoles dans les régions de Tambacounda et de Kédougou constitue un pilier essentiel des interventions du projet. Elle repose essentiellement sur la communication pour impulser une dynamique de changement et d'évolution des pratiques culturelles. Actuellement, elles sont organisées, elles ont leur bureau, un président, une secrétaire, des trésorières aussi. Et l'argent est récupéré et mis en place dans un compte bancaire. Nous les avons aidés à avoir un compte bancaire à Kédougou. Donc toutes les redevances issues de la première subvention que le projet a appuyée leur permet en tout cas de continuer à financer annuellement leurs activités. Ça, c'est un premier pas. Elles sont actuellement outillées, elles ont un manuel de procédure administrative et financière, elles savent à quel moment il faut collecter les redevances, à quel moment il faut faire les dépenses et comment aussi tenir leur compte annuel à la fin de la campagne. L'objectif à terme est d'augmenter de manière significative la production rizicole dans ces zones. La redynamisation de la culture du riz est fondamentale pour l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire dans les régions de Tambacounda et de Kédougou.
Nous bouclons cette édition par une triste nouvelle avec la disparition de notre confrère de Sud Quotidien, le reporter photographe Thiemoro Koulibaly. Il est décédé ce samedi des suites d'un malaise, annonce une dépêche de l'APS. Thié, comme on l'appelait dans la corporation, était un professionnel chevronné et rigoureux, ce qui lui a valu de remporter le concours de la photo officielle du président Abdoulaye Wade. Le directeur général de la RTS et l'ensemble du personnel présentent leurs condoléances à sa famille et au groupe Sud Communication. Que la terre lui soit légère. Où que vous soyez dans le monde, merci d'avoir suivi ce journal.